Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Metz Handball a réussi son déplacement à Strasbourg, la fête a été réussie en Ligue Butagaz Énergie et il y a désormais une trêve, le temps de permettre aux sélections nationales de se battre pour une place à l'Euro 2024 qui aura lieu en toute fin d'année. Pour ceux qui sont restés à Metz comme nous, pas de repos pour autant et nous accueillons l'entraîneur adjointe de Metz Handball, Ekaterina Andriushina. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors Katia, j'ai utilisé le mot repos. Est-ce que c'est un mot que tu connais, que tu utilises parfois ? Repos mental peut-être pendant mental, ce trêve, mais pas de repos physique, mais ça se passe bien. On continue, ça marche. Je vais accueillir également nos invités, nos chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmier de Let's Go Metz. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. Pas de repos non plus ici, on est content de venir. C'est un bel effort, bien sympathique. Ça va, physiquement on est bon. Et Rémi Alézine de l'Ami Hebdo. Salut à tous. Alors messieurs, on vous voit régulièrement dans le Graouli Mag pour parler de foot. On n'est pas mieux là, en ce moment. On n'est pas mieux là à parler de victoire. Les classements sont pas les mêmes, si tu veux. Les enjeux sont pas les mêmes. On prend beaucoup de plaisir sur le SMS. On sait qu'on souffre en regardant ce club et on prend une bouffée d'oxygène à Metz Handball. Je pense que pour un bon équilibre de vie, il faut regarder les deux. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à de la victoire. On va pas parler trop longtemps du FC Metz. Je vous propose qu'on commence avec la plus récente victoire des Dragons. C'était à Strasbourg, comme je l'ai dit. Et ça ouvre notre première mi-temps. 5616 spectateurs, c'est un record qui est tombé samedi dernier au Rhenus. Le pari du club de Strasbourg-Arenheim-Truschersheim est réussi. Et avant de parler du sportif, parlons de l'ambiance. Et Katia, c'était assez extraordinaire d'avoir tout ce public et cette ferveur qui entourait le terrain. Oui, c'était une belle fête pour handball, pour Strasbourg, pour la région, pour le public. C'était excellent. Jouer dans cette salle, attendre le public, avec cette ambiance. Il faut le dire, c'est une salle qui est un petit peu en chaudron comme ça, donc l'ambiance descendait vraiment vers le terrain. Et il y a 400 Messins, peut-être même un petit peu plus, ceux qui sont venus en indépendant, qui ont fait le déplacement. On a retrouvé le mur jaune qu'on avait connu il y a quelques temps à Dortmund, à Budapest, en finale de Coupe de France également. Et ça aussi, ça marque quelque chose pour Metz Handball. Déjà, Metz Handball est le seul club qui arrive à déplacer autant de supporters comme ça. Et c'est aussi peut-être le début des choses sérieuses pour cette saison. Oui, on a même parlé avec Manu que ça nous donnait un petit peu les mémoires de Final Four, par exemple, parce que c'est les mêmes endroits, même mur jaune, et c'est bonne mémoire. Voilà, ça donne l'envie d'aller chercher. D'aller chercher plus, ouais. Rappelons-le, Rémi, le record précédent était de 200 spectateurs de moins environ. C'est assez symbolique, mais ni les arènes, ni la Brest Arena ne peuvent atteindre ce record. Donc il faut vraiment aller chercher une salle supplémentaire. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur le handball féminin, le sport féminin d'une manière générale et son attractivité en France. C'est pas du tout anodin, et pour plein de raisons. Parce que si ce score avait été atteint dans une salle qui peut les combler, c'est-à-dire à Brest ou à Metz, dans une salle plus grande, on aurait dit c'est logique, on est sur des sommets du championnat, on est sur des publics qui ont l'habitude de voir des équipes jouer pour le titre. Alors que là, on est... alors faut pas se tromper, on est sur une vraie terre de handball, on est sur un petit club de première division, mais on est sur un vrai club historique de hand. Je parlais à Katia avant, moi j'ai vu un match de Coupe de France entre Arenheim à l'époque et Metz Handball. Il y avait encore Isabelle Vémine, je crois, donc c'était il y a 15 ans à peu près, j'étais allé là-bas dans le gymnase. Et on sentait déjà ça transpire le handball. Voilà. Et le handball en France, c'est pas que le handball de haut niveau, c'est pas que Karabatic, Alison Pinault et Cléopâtre Darleux, c'est des petits clubs aussi comme ça. Donc je trouve que c'est hyper symbolique, ça montre non seulement qu'il y a un intérêt pour le handball, puisque 5000 personnes pour aller voir un match de handball, c'est pas anodin, et qu'il y a un intérêt pour le sport féminin. Voilà. Parce que j'ai entendu Amandine Henry qui pestait un petit peu, qui est que, parce qu'il y a déjà un chiffre énorme, 30 000 personnes pour le match de l'équipe de France au Parc OL. Je trouvais qu'elle se trompait parce que je trouvais que c'était déjà un très beau chiffre. Et le fait de voir ça, c'est le résultat de plein de choses. On ne va pas tout déblatérer, mais c'est aussi le résultat d'une équipe de France qui gagne, qui donne envie d'aller voir du handball. Et c'est surtout le moyen pour ce club d'Arenheim qui ne va pas jouer au Rhenus tous les week-ends, mais de se rendre compte qu'il y a un potentiel. Voilà, j'espère que sportivement, ce club va rester un petit moment en première division parce que ça se joue sur le terrain, mais en tout cas, dans l'ADN, dans le territoire, il y a quelque chose qui transpire le handball.
Et j'espère que voilà, ça va générer une ferveur en Alsace autour de ce club-là, parce que les efforts qu'ils ont fait pour atteindre ce record sont incroyables. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec le président du club de Strasbourg, Arnhem Schursheim, qui disait que l'ambition à court terme, c'est de sortir de cette zone du potentiel relégué et de combat pour la relégation pour devenir un club plutôt stable en première division et essayer de développer autour de tout ça. En tout cas, c'est plutôt bien parti dans l'attitude. Arthur, on peut féliciter l'organisation des Pirates. C'est une poignée de personnes, comme l'a dit Rémi. C'est un petit club qui vient de deuxième division qui remonte. Il y a certes un terreau handball, mais au niveau des forces vives, c'est pas non plus énormément de personnes qui travaillent sur ce genre d'organisation, et tout s'est passé à la perfection. Il y avait des goodies, il y avait la fanfare, il y avait les pom-pom girls, et il y avait surtout un accueil qui a été irréprochable pour le public, et ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a vraiment la place. Ouais, bien sûr, grand coup de chapeau à l'organisation, comme tu nous le soulignais hors antenne, tout s'est super bien passé, la retransmission était top sur les antennes de Moselle TV, et certes c'est une terre de handball, mais peut-être que ce club n'a pas autant de fidèles qu'il le mériterait, et ce genre d'événement un peu extraordinaire, un petit peu, non pas hors du temps, mais qui dépasse un petit peu le cadre d'un strict match de Ligue Butagaz Énergie, ça peut fédérer un nouveau public, tout simplement. C'est une région qui a du potentiel. Strasbourg, c'est une très grande agglomération. Il y a du football là-bas, il y a du basket évidemment avec le Rhenus. Peut-être que le handball féminin a sa place, et ça prouve une chose, c'est que effectivement ce championnat, cette Ligue Butagaz Énergie, certes on a deux équipes locomotives comme Metz et Brest qui sont un cran au-dessus de la concurrence, mais justement ce sont des locomotives qui entraînent tout le monde avec elles. À mon sens, le championnat a largement progressé depuis 4, 5, 6 ans, et ce genre d'équipe comme Strasbourg ATH, elles ont tout à fait leur place pour essayer peut-être de grimper dans la hiérarchie. Il y a des agglomérations comme Chambray qui ont disputé des Coupes d'Europe. Peut-être que Strasbourg peut s'inspirer de ce type de structure avec plus de potentiel en termes de bassin de population. Il y a aussi la volonté d'installer un centre d'entraînement, quelque chose d'un petit peu plus pérenne pour aller chercher les jeunes aussi, centre de formation. Il y en a, je crois que Laura Flip vient de là-bas. Hein. Oui, quand elle vient de je crois qu'elle vient d'Arenay. Elle vient d'Arenay, mais il y a la volonté aujourd'hui d'en installer un plus pérenne, plus structuré, et on peut souhaiter à ce club en tout cas de réussir sur cet aspect-là, parce que c'est avec la formation qu'on réussit aussi à devenir un club plus pérenne. Je vous propose de passer aux sportifs à présent. Katia, on se souvenait du match aller qui avait été un petit peu une formalité pour les Dragons. C'était au complexe Saint-Symphorien avec une large victoire. Là, cette fois-ci, la première mi-temps, ça a été plus compliqué. On a senti que les Pirates étaient galvanisés par l'événement. Oui, première mi-temps, on peut dire que pas très bien marché. On sort d'un match compliqué pour qualification pour le quart de finale. Oui, on s'est relâché un petit peu indirectement, sans penser, bien sûr, avec bien préparé le match. Avec plus d'ambiance, c'était première mi-temps, avec réussite moyenne aussi personnelle, et en attaque et en défense, mais voilà. Le coach l'a dit son mot dans le vestiaire, et c'est bien marché. Et deuxième mi-temps, c'était sérieux, et plus précise et plus discipliné déjà. Ouais. On parlait du manque peut-être de réussite de certaines mesures. On a vu les arrêts aussi de Léa Fargue qui a aussi bien aidé les Pirates à rester dans la partie en première mi-temps. Et justement, Arthur Ataoussako, elle a eu un petit peu de mal à trouver son rythme en première mi-temps. Peut-être aussi un petit peu mal aidé par sa défense. Elle l'a mentionné à notre micro à la mi-temps en disant il va falloir qu'on fasse autre chose au retour du vestiaire. C'était une autre Ataoussako au retour, et c'est peut-être elle qui a été le déclencheur pour la réussite de la suite du match. Ouais, peut-être. Je pense que le déclencheur, il est surtout collectif, comme l'a souligné Katia. Peut-être que les mots de Manu ont fait que. Moi, il y a une image qui m'a marqué sur un temps mort en première mi-temps où il était absolument furieux. Il essayait un petit peu de réveiller ses troupes. Alors, ça arrive une mauvaise entame de match. Peut-être que les Messines ont... Bon, spectatrices, le mot est peut-être un peu fort, mais cet événement les a peut-être un petit peu impressionnés, le fait que ça dépasse un petit peu le strict cadre d'un match de handball. Mais il y avait un piège, et Metz Handball a su éviter ce piège, notamment grâce à une deuxième mi-temps de meilleure facture. Et je pense que la clé, ça a été de passer vraiment au-dessus de cet événement extra handball pour vraiment se replonger dans un match de handball face à une équipe moins bien classée de LBE, et un match à gagner pour se rapprocher de Brest.
Une fois n'est pas coutume, Chloé Valentini était un petit peu en difficulté. Elle a pris 2 suspensions pour 2 minutes assez tôt dans la partie. Mais Rémi, comme souvent à Metz Handball, quand il y a une joueuse qui est un petit peu en difficulté, eh bien, il y a toujours du monde pour rattraper. On peut citer Louise Winterburgard qui a mis un 5/8 au tir, Sarah Bouktit 7/7 et Christina Jorgensen 12/13. Elles ont tenu la baraque. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ah, c'est ce qui peut faire mal face à... Pour cette équipe alsacienne qui a été vaillante. On pouvait considérer que le match aller était peut-être une anomalie parce que évidemment qu'il y a un différentiel de niveau énorme entre le Metz Handball et ce club-là, mais le côté spectaculaire de la déculottée du match aller, on se souvient du score, mais à la mi-temps il y avait déjà 20 buts d'avance. Enfin, c'était très caricatural. Et ce qui est voilà, dramatique pour elle, c'est qu'effectivement tu réussis à contenir Valentini qui fait pour une fois pas un grand match, tu réussis à mener à la mi-temps. Mais il faut faire tellement plus pour battre cette équipe de Metz Handball. Malheureusement pour eux, il y a effectivement des temps morts et des mi-temps. Je pense que Manu Mayonnaud et Katia n'étaient pas contents de ce qu'ils voyaient. Donc il y a eu des ajustements. Il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Et puis naturellement, il y a un tel gap de niveau. Il y a un tel nombre de joueuses internationales. Voilà, on enlève Valentini, mais il en reste tellement. Il reste la gardienne, il reste Louise, il reste Sarah. Voilà, on les voit lors des trêves internationales, elles ne sont plus là. Mais voilà, soulignons que Metz Handball a su se sortir de ce piège parce que tu peux vite tomber dedans. Hein. Tu as 5000 personnes qui sont... alors pas contre toi parce que tu avais quand même 500 supporters de Metz Handball, mais tu as une équipe adverse qui est galvanisée, une gardienne que tu as su mettre en confiance. C'est une équipe de haut niveau quand même en face. Donc il faut avoir le sursaut pour réagir, d'autant que Metz Handball n'a plus vraiment le droit à l'erreur en championnat de France. Donc il fallait quand même avoir des certaines qualités mentales et une certaine confiance en soi pour renverser le match et puis faire en sorte, voilà, au bout de quelques minutes en seconde période, Metz a pris les devants et on sentait bien que Caroline n'allait plus revenir, mais il fallait quand même y mettre une sacrée dose d'énergie et beaucoup de force mentale. Arthur, j'ai envie d'appuyer un petit peu sur Christina Jorgensen. Depuis quelques temps, on entendait quelques voix qui disaient qu'elle était un peu en méforme, que c'était un petit peu compliqué pour elle, qu'elle n'était pas dedans. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'un match contre les Pirates d'Arnhem-sur-Chem va changer sa dynamique, mais en tout cas, elle a montré que quand elle mettait un coup d'accélérateur, personne n'était capable de la suivre. Alors déjà, sur ce point d'une éventuelle méforme, c'est possible qu'elle ait eu une petite décompression psychologique de quelques semaines. Elle est peut-être moins incroyable qu'elle ne l'était, mais elle c'est ça. Est-ce qu'on est en train de juger l'incroyable et le moins incroyable aussi, mais... Ça a été aussi peut-être mis en relief par la belle montée en puissance d'Alina Greisels, le fait qu'il y ait une comparaison sans le vouloir hein, dans la tête entre les deux joueuses. Je dirais pas qu'elle a remis l'église au milieu du village avec cette performance. On sait ce dont elle est capable, Christina Jorgensen, mais je pense que ce type de match, d'être vraiment très efficace comme elle l'a été au scoring, comme elle est capable de le faire très souvent, je pense que ça va lui faire du bien dans la tête et ça va lui permettre d'enchaîner sur cette fin de saison où elle aura vraiment une importance majeure sur les grandes échéances à venir. Qui plus est en Ligue des Champions où son style de jeu, déjà sa science du jeu en tant que demi-centre, mais aussi ses qualités de buteuse, car je trouve que dans le système de Metz Handball, ce poste de demi-centre et surtout les qualités de Christina Jorgensen, elles sont vraiment essentielles dans tous les aspects du jeu en attaque. Donc ça fait du bien de la revoir comme ça à ce niveau, mais on n'était pas plus inquiet que ça pour être honnête. On l'a vu hein, sur les images, qualité au tir, qualité à la passe et l'intelligence de jeu, ça ne s'oublie jamais. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire pour les Dragons avec un plus 10 à la fin, 24-34. Et je vous propose qu'on jette un œil au classement pour être précis. Brest est bel et bien désormais en tête après avoir rattrapé son match de retard face à Mérignac. Il reste de nombreux matchs à jouer et pour le moment, Metz Handball doit principalement avoir un regard vers le bas pour préparer la réception de Toulon samedi 9 mars et ce sera, je vous le dis déjà, en direct sur Moselle TV, puis le déplacement à Dijon le 13. Passons à notre sujet suivant. On a évoqué la belle affluence à Strasbourg, mais Metz Handball vient de dévoiler les stats de fréquentation de la phase allée de Champions League et ils sont très très bons, plus 25% de spectateurs en moyenne par rapport à la campagne 2022-2023, 5 matchs à plus de 4000 supporters contre 2 la saison dernière, 3 rencontres sur 7 à guichet fermé. Messieurs, qu'est-ce que ça vous évoque cette progression en termes de fréquentation aux arènes? Alors on peut dire c'était le groupe de la mort avec de grosses équipes que tout le monde voulait voir, mais d'un autre côté ça prouve aussi une vraie ferveur. Moi ça m'étonne pas, je pense pas que le
le groupe de Ligue des Champions change quelque chose parce que il y a beaucoup de nouveaux curieux, je trouve, des gens qui vont voir des matchs de Metz Handball, des matchs de hand pour la première, pour la deuxième fois, ils sont contents de ce qu'ils voient. Il y a une expérience en dehors du handball, ce côté sport-spectacle, ce qui se passe pendant les temps morts, les animations avec le speaker, avec les cheerleaders. Ça plaît parce que ça change du sport un petit peu en extérieur, ce côté sport de salle avec des moments qu'on peut passer en famille et les gens sont forcément ravis de ce qu'ils voient. En plus, très souvent, Metz Handball gagne, donc sportivement, les supporters et les nouveaux fans ne sont pas frustrés et il y a un socle de fidèles qui sera toujours là aux arènes. Et ça donne des belles affluences comme cela. Rémi, tu fréquentes les arènes depuis longtemps, voir cette évolution de la fréquentation, voir que les arènes font de plus en plus plein, c'est quand même quelque chose d'agréable à voir. Ouais, ce qui est... Alors les affluences que tu as pointé du doigt, tu as mis en valeur plutôt les affluences de Ligue des Champions, c'est bien, mais moi ce que je trouve spectaculaire, c'est les affluences pour les petits matchs. Et ce que je trouve incroyable, alors évidemment qu'il y a des nouveaux publics, il y a beaucoup d'enfants, c'est un public qui séduit beaucoup les enfants, parce que les joueuses donnent envie d'être supportées, non seulement parce qu'elles sont de très bonnes joueuses de hand, mais aussi parce qu'elles ont le sourire, parce qu'elles véhiculent quelque chose de très positif, ce qui n'est pas le cas dans tous les sports. Je vais pas citer les sports, mais il y en a qui sauront de quoi je parle. Et puis je voulais mettre en valeur, moi, ces gens qui viennent depuis 30-40 ans, alors pas aux arènes, parce qu'avant c'était... notamment au Palais des Sports Saint-Symphorien, chez eux, il n'y a aucune lassitude. Ils voient tout le temps les mêmes clubs, ils voient tout le temps un club qui gagne, ils voient tout le temps les mêmes enclenchements, mais ils sont passionnés, ils sont tout le temps là, ils vont partout. Alors maintenant, le club organise des déplacements et c'est génial, mais ce sont des gens qui louaient des camionnettes il y a 15 ans pour aller au fond de la Norvège, faire 2 jours entiers en dormant sur les sièges à l'arrière. Enfin, je caricature pas, c'est ça la passion de Metz Handball pour beaucoup. Et ces gens-là, ils sont toujours là à supporter un club qui va encore mieux, puisque sportivement, il n'a jamais été aussi au top qu'il y a 5-6 ans. Donc, évidemment qu'il faut que le club fasse des efforts pour conquérir un nouveau public, parce que tu ne peux pas simplement capitaliser sur ce seul noyau, qui est très nombreux, mais qui ne peut pas te garantir... des chiffres financiers positifs, parce que c'est aussi ça que cherche le club, et c'est parfaitement normal. Mais cette alliance de tout ça fait que on a mis en valeur ce qu'a fait Strasbourg, alors c'est remarquable, mais ce que fait Metz, déjà sportivement rester au top et toujours augmenter, fait que tu génères un nouveau public, et puis réussir à fidéliser ses supporters qui râlent souvent. Voilà, parce que c'est le propre d'un supporter, il y a toujours quelque chose qui va pas, quelque chose auquel il s'identifie moins. Mais voilà, il a toujours devant les yeux une équipe jaune et bleue, toujours devant les yeux une équipe qui donne beaucoup de joueuses pour l'équipe de France. Et il a toujours devant les yeux surtout des joueuses qui ne changent pas mentalement, voilà, qui restent accessibles et qui restent de très belles personnes. Tout ça fait que ces chiffres sont ceux-là, et c'est parfaitement normal parce que tous les efforts sont faits pour que ça reste comme ça. Katia, les supporters se posent souvent la question, est-ce qu'ils ont vraiment cet aspect 8e joueuse? Est-ce que quand ils poussent derrière l'équipe, ça a une vraie importance? Est-ce que au bord du terrain, sur le terrain, c'est quelque chose que vous sentez et qui a une vraie importance dans les grands matchs? Oui, bien sûr, on les entend très bien et on veut toujours être meilleur devant notre public, n'est pas les décevoir. Les décevoir. Ouais. Et non, ça... C'est toujours plus agréable d'entendre, même dans les moments moins bons, je pense qu'on a quand même besoin d'eux et ça nous aide aussi. Et on se dit on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on joue pour les gens. Ils sont venus pour nous voir. Il faut qu'on donne notre meilleur. Vous l'avez entendu, aux arènes, continuez à faire du bruit. À l'extérieur, continuez à faire du bruit. Ça aide les joueuses, ça aide le staff aussi. Et surtout quand ça va un peu moins bien. Et surtout quand ça va moins bien. Le seul défaut de ce public, c'est que quand Metz est mené un petit peu, que ça va un petit peu moins bien, tout le monde est un petit peu un nœud au ventre. Et non, dans ces moments-là, il faut encore plus pousser, je pense. Mais ils n'ont pas l'habitude. Ils sont pas habitués à la douleur. C'est sûr. On va avoir d'autres occasions cette saison, en tout cas, de voir les supporters pousser derrière l'équipe. Il y a des beaux matchs en préparation. Il y a de la Coupe de France, il y a de la Ligue des Champions, il y a des matchs de championnat, peut-être des déplacements qui vont s'organiser. Donc, les supporters, on a hâte de les retrouver partout en France et même à l'étranger. En tout cas, pour le moment, nous allons continuer à évoquer diverses actualités autour de Metz Handball. Mais avant cela, on va reprendre notre souffle quelques instants. Il est temps de marquer une pause. Ne quittez pas, on revient, c'est promis.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité Katia Andriushina, entraîneur adjointe de Metz Handball, et nos chroniqueurs Arthur Carmier et Rémi Alésine. Comme promis, nous allons continuer à évoquer les actualités de Metz Handball. C'est notre deuxième mi-temps. La trêve internationale bat son plein, 9 Dragons sont partis avec leur sélection pour disputer les qualifications à l'Euro 2024 qui se jouera en fin d'année en Autriche, en Hongrie et en Suisse. Et oui, il n'y a pas que les Jeux Olympiques cette année. On va jeter tout de suite un œil aux performances, à commencer par le Danemark de Christina Jørgensen, Louise Winterburgard et Anne-Mette Hansen. Elles étaient en Pologne, résultat une victoire 22-26 et les Messines ont brillé avec 12 buts en cumulé. La prochaine étape pour elles, ce sera le match retour à la maison samedi à 16h. Pour l'Allemagne, le déplacement en Slovaquie a été fructueux, 20 buts en première mi-temps, 20 buts en deuxième mi-temps, c'est plutôt régulier, une victoire 18-40. Alina Grissels a été la meilleure buteuse avec 8 réalisations. La prochaine étape pour elle aussi, ce sera un match retour dimanche à 18h15. Pour ce qui est de Mia Brkic et la Croatie, ça a été un petit peu moins satisfaisant avec une défaite face à la Roumanie 26-24. La pivot Messine est restée muette et les anciennes Messines, Ivana Kapitanovic, Kamila Misijevic et Tea Pijevic, c'est tout ce que je peux vous dire en hitch, n'ont pas su trouver le bon rythme. Les deux équipes se retrouveront elles aussi dimanche à 17h, vous avez compris l'ordre des matchs. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la France qui était de retour pour la première fois depuis le Mondial 2023, un mondial qui restera dans les mémoires et il fallait se déplacer en Slovénie pour venir à bout d'Anna Gross et Chasa Stanko et de leur coéquipière. Résultat, une victoire sans appel avec une victoire 20-35. Lucie Granier était dans un grand jour avec un 5/5, complété par les 2 buts respectifs de Chloé Valentini et Sarah Bouktit. Dans les buts, Atadou Sako s'est fendu d'un 9/17. Le match retour, vous l'avez compris, ce sera ce week-end. Ce sera dimanche à 17h. Rémi, Arthur, on avait souvenir des matchs de qualification pour l'Euro, les premiers qui ont été joués contre l'Italie, la Lettonie, où l'équipe de France était imposée de 50 buts et davantage. On se demandait un petit peu à quoi ça pouvait servir pour les grandes nations de disputer ces matchs, si ce n'est de prendre des risques de blessures, etc. Là, contre la Slovénie, on aborde des matchs qui sont peut-être un petit peu plus intéressants au niveau de la préparation notamment. Ouais, bien sûr. Rémi pestait, je pense à juste titre, il y a de ça quelques mois pour le niveau des premières rencontres face à la Lettonie et l'Italie. Je ne sais pas si à cette époque-là c'était peut-être une bonne publicité pour le handball international. Peut-être que l'idée aurait été de faire des groupes de niveau un peu type Ligue des Nations en football, mais ça c'est une autre histoire. Pour en revenir à ce match contre la Slovénie, il a été, je pense, rondement mené par l'équipe de France. Vous avez montré les stats tout à l'heure. On n'a pas l'habitude de voir aussi peu de buts pour Chloé Valentini et Sarah Bouktit, mais évidemment c'est un autre contexte. Il n'y a pas que les buts qui comptent. Il n'y a pas que les buts qui comptent, bien évidemment. Mais ça, c'était pour la petite boutade. Mais oui, c'est intéressant de voir cette équipe de France de retour sur le pont après son sacre au Mondial. Bien sûr, il ne s'agit pas des Jeux Olympiques, il s'agit de qualification, mais toutes ces fenêtres internationales qui vont venir jusqu'au JO sont certes des matchs qualificatifs pour une autre compétition, mais ça va encore permettre au groupe France de travailler certains automatismes, de se trouver encore mieux, de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. Et c'est que de bon augure, parce que les bons résultats appellent forcément les bons résultats, parce qu'il y a quand même une finalité dans ces matchs-là. On ne peut pas les jouer comme des matchs d'entraînement, même si on veut essayer de montrer des belles choses sur le plan du jeu. Il y a une obligation de résultat et ça a été parfaitement rempli par l'équipe de France. Rémi, ce match contre la Slovénie en face, on la connaît bien, c'est Anna Gross qui a tendance à marquer 10-12 buts par match. Là, elle en a mis un tout petit peu moins, mais elle a peut-être été un petit peu trop seule dans ce match pour se mesurer aux championnes du monde. On va continuer à dire d'ailleurs championne du monde, on va le dire souvent, ça fait toujours plaisir. On peut le dire pendant 2 ans. Il faut le dire parce que la victoire de la France contre la Slovénie, avec tant d'autorité, c'est la victoire d'une des meilleures nations du monde, avec le Danemark et la Norvège, très certainement actuellement, contre une équipe qui est une vraie bonne équipe de handball, mais qui n'est pas de ce niveau-là. Voilà, donc on a eu une sorte de rouleau compresseur français face à une équipe qui, il est vrai, est en ce moment, et ce n'était pas le cas il y a quelques années, un petit peu trop dépendante d'Anna Gross. Voilà, Anna Gross qui est peut-être moins impressionnante qu'elle ne l'avait été lorsqu'elle éliminait à elle toute seule Metz de toutes les compétitions quand elle portait le maillot de Brest. Et si je peux me permettre, ce petit intermède de trêve internationale, il est super intéressant pour Metz Handball, parce qu'on voit que des joueuses qui prennent de plus en plus d'importance dans le collectif des Dragons, c'est-à-dire Grichels
et Lucie Granier peut-être, et ben ça se voit aussi quand elles portent le maillot de leur équipe nationale, et ce sont des joueuses qui vont compter dans cette fin de saison. Voilà, on a dit que les joueuses fortes de la première partie de saison, Sarah Bouktit, Christina Jorgensen, Chloé Valentini, eh ben, elles vont être accompagnées maintenant par des joueuses qui prennent une autre dimension. Et on est en train d'observer ça. Je pense que Lucie Granier, le titre avec l'équipe de France, lui a fait le plus grand bien. On voit une joueuse qui est clairement en confiance maintenant avec Metz Handball. Alina Grichels se fait de plus en plus de place aussi à Metz Handball. Alors elle était déjà une des patronnes en Allemagne, mais là elle a montré quand même lors de ce match-là qu'elle était une joueuse cadre dans un match de niveau international. Donc voilà, c'est aussi des matchs qui sont très positifs pour Metz Handball. On peut parler, mais bon, on en a plus l'habitude, Medeta Dusako, qui a quand même fait une grosse deuxième période contre la Slovénie, après la grosse deuxième période qu'elle a fait contre Arenheim, et on sait l'importance qu'auront les gardiennes de Metz Handball dans les matchs décisifs de fin de saison. Katia, comment ça se passe pour toi et Manu pour surveiller un petit peu les performances des Messines pendant ces trêves? Ça doit être un petit peu compliqué de regarder tous les matchs et d'aller chercher toutes les performances. Comment vous faites? Oui, on suit plus statistiques que les matchs parce que ça tombe parfois pendant nos séances d'entraînement à Metz Handball. Voilà, statistiques, on suit, on discute, on échange. Ouais, il y a le replay. Hier, je crois que l'équipe de France, ils ont fait le replay assez rapidement sur, je crois que c'était bien Sport, je crois. Oui. Ouais, j'ai regardé comme ça un petit peu. Voilà, on échange, oui, on regarde les petites vidéos qui circulent sur les réseaux. Voilà, on essaye, statistiquement, on suit comment ça se passe pour nos joueuses, surtout. Alors tu évoquais l'entraînement, ça doit être un petit peu compliqué là en ce moment parce qu'il manque du monde. On a dit c'est 9 joueuses en moins, et puis je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des jeunes qui sont partis en équipe de France U20, Fatima Camara, Emma Tucella et Manon Erard, donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde à l'entraînement. On imagine que c'est beaucoup de travail spécifique sur des joueuses très, très ciblées. Oui, on est 5 plus un gardien, on travaille sur le spécifique, sur l'aspect individuel surtout. Non, c'est toujours intéressant, comme ça on peut plus passer de temps individuellement. La fille elle peut essayer des choses que peut-être qu'elle ne peut pas essayer quand on est en collectif parce qu'il n'y a pas peut-être autant de ballons. Voilà, mais c'est toujours intéressant. Ça travaille bien. Comme souvent, c'est le mot qui revient souvent à Metz Handball, hein, le travail. Rémi a évoqué une des joueuses, on en a parlé aussi un petit peu, c'est Alina Grichels qui est en sélection nationale. Elle continue de s'adapter à Metz Handball, elle est certainement en train de monter en puissance. Et ceux qui ont résisté à l'irrépressible envie de zapper à la mi-temps du match de samedi contre Strasbourg ont pu découvrir une partie d'un entretien qu'elle m'a accordé. Je vous propose aujourd'hui d'en découvrir un autre extrait, cette fois notamment sur ses performances avec l'équipe nationale allemande. C'est tout de suite avec Alina Grichels. Tu joues avec l'équipe nationale allemande depuis 2018, on en a parlé un tout petit peu. Qu'est-ce que tu penses du résultat que vous avez réussi à obtenir au championnat du monde en décembre? Yeah, the main goal was to qualify for the Olympic qualification tournament, and that we achieved. So with that we are really happy. Of course, in the end we lose the quarterfinal against Sweden. Yes, with a not so good performance, so that we were not so satisfied with ourselves, because I think we can play a lot better, but maybe this is also the next step or the new step for us to go to the top 4 nations. It's not so easy because there are also like France, Norway, Denmark, Sweden. They have really strong teams, but I'm happy with the development we take in the last years. We go step by step, and I hope first that we can achieve the Olympics. Of course, in Paris, it's it will be excited if we can achieve this. And they have the focus now full on April on these 3 games to go to the Olympics. Il va y avoir ce tournoi de qualification, tu en parles en Allemagne. Le fait que ce soit à la maison, c'est peut-être une idée supplémentaire de OK, il faut qu'on y soit, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on aille vivre ce rêve olympique avec toute l'équipe. Yes, of course. We are first really happy that our federation gives us the opportunity to play this tournament at home, because I think it's a really big thing, and with your own fans maybe you can play just 2-3-4% better than away, and yes, of course we want to use this, and we are sure we are good enough, but as you said, like
it's 3 games. You have to win the 3 games to achieve this. So it's no excuses in the end. When you don't perform at this day, you lose maybe the chance to go to Olympics. So the pressure is also there, but we are positive, and yes, we want it because, as you say, it's a big dream as a player to go to the Olympics. Et cet entretien, vous pouvez désormais le retrouver en intégralité sur moselle.tv. Pour l'heure, je crois qu'il est temps de passer à notre dernière partie d'émission, c'est la conférence de presse. Alors Katia, on va te poser plusieurs questions, mais une fois n'est pas coutume, je vais te poser une question sur quelqu'un d'autre. J'ai envie de te poser une question sur Debbie Bont. On a appris cette semaine qu'elle allait reprendre le club de sa ville de naissance. Elle retourne aux Pays-Bas. C'est une transition peut-être qu'on n'attendait pas si rapide pour la joueuse qui était encore sur les terrains de Metz-Handball l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça peut aussi rappeler ton parcours à toi, qui est de passer de joueuse à entraîneur. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ouais, j'ai vu Debbie Bont après le match, on a échangé un petit peu. Elle était là lors du match contre FTC. Oui, et j'étais très contente de la voir, d'échanger. Je savais un petit peu qu'elle a commencé une formation, qu'elle veut devenir un coach, on a parlé un petit peu. Et moi, je trouve que c'est très bien pour une joueuse professionnelle déjà qu'elle a envie de faire ça, mais je pense qu'elle a beaucoup d'expérience, elle peut apporter beaucoup de choses et c'est toujours bien, surtout qu'elle a vécu des belles choses aussi et en plus c'est une belle personne, je lui souhaite vraiment que de meilleur. Elle a laissé de très bons souvenirs à Metz Handball, que ce soit sur le terrain ou aussi à de nombreux supporters qui continuent de la suivre. L'annonce a d'ailleurs eu un petit peu d'écho chez les supporters messins qui étaient contents de voir qu'elle continue à évoluer autour du handball. Messieurs, une question pour Katia. Allez, je me lance. J'ai souvenir de Katia Andrichena, la joueuse, surtout sur une fin de carrière, un vrai cerveau sur le terrain. Et quand Katia est devenue entraîneur, moi, ça ne m'a absolument pas surpris. Mais est-ce que c'est un métier que tu as toujours voulu faire, Katia, entraîner une équipe ? Je ne sais pas à quel âge j'ai décidé, que j'ai compris dans ma tête que j'aimais faire ça. Je pense que ça arrivait petit à petit. Depuis jeune, je pense que j'avais cette tendance de toujours donner petites consignes, de réfléchir à je peux faire ça moi-même et échanger plus individuellement avec les joueurs sur le terrain. Allez, on peut faire ça. Et après, quand j'ai eu cette belle opportunité en France de passer une formation, que notre président, elle m'a bien soutenu, elle m'a aidé, il a cru en moi, que je pense que ça m'a poussé aussi d'aller plus en plus loin, on peut dire comme ça. Rémi ? Ouais, moi j'ai aussi souvenir de toi en tant que joueuse encore avant. Parce que je voulais te parler d'un entraîneur que tu as côtoyé, Evgeny Trefilov. Beaucoup avec la sélection russe et aussi à Zvenigorod. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un entraîneur qui a tout gagné en Russie et qui était surtout réputé pour être très colérique. Oui. On n'a pas tout gagné. Oui, mais à l'époque où tu es double championne du monde, c'est la sélection qui truste beaucoup de choses. Il était très colérique, on le voyait souvent pester sur les joueuses. Est-ce que ce type de management serait possible avec les générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire ouvertement et publiquement de tirer sur ces joueuses à ce point-là, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire au handball ? Je pense que maintenant ça peut être compliqué et surtout à l'étranger, je pense. Peut-être en Russie, il y a des entraîneurs qui ne marchent pas autant, bien sûr, mais peut-être c'est une nation qui a besoin de ça, je ne sais pas. Mais, et là, même maintenant, je comprends que ce n'est pas ça je ne sais pas comment dire, le kiff du handball, ce n'est pas ça qu'il faut crier, insulter. Je pense qu'on peut trouver, maintenant je comprends, on peut trouver différemment les clés pour une joueuse, pour le match. Voilà, mais... Parce que c'était spectaculaire, hein. Quand on voyait les matchs, il était sur le bain tout rouge. Alors il criait sur les arbitres et tout, il criait sur tout le monde, mais sur les joueuses, c'était spectaculaire. C'est un peu lui qui est comme ça, qui vit au maximum ses entraînements, ses matchs.
C'était une époque un tout petit peu différente. On le sait, aujourd'hui avec Manu, vous avez une autre manière de manager que celle que tu as pu connaître par le passé. D'ailleurs, ça fait maintenant quelques temps que tu es à Metz Handball. On t'identifie très facilement à l'identité Metz Handball, notamment par ta carrière de joueuse, puis en tant qu'entraîneur. Mais est-ce que tu t'es déjà imaginé aller voir un petit peu ailleurs, coacher ailleurs, peut-être en tant que numéro 1, ou est-ce que pour toi, dans ta tête, c'est Metz Handball et puis c'est tout? Pour le moment, c'est Metz Handball et c'est tout. Je continue un petit peu passer des formations, d'apprendre avec Manu, avec le staff, avec le club. Voilà, pour le moment, c'est Metz Handball. On notera le pour le moment, ou qui laisse quand même une porte entrouverte. On ne sait jamais. On le sait, cette année, il y a eu beaucoup d'échanges aussi sur la possible montée d'Emmanuel Mayenad avec l'équipe de France. C'était un sujet qui a amené pas mal de débats jusqu'à ce qu'il prolonge. Ça, c'est aussi quelque chose, le travail avec Manu, c'est quelque chose auquel tu tiens particulièrement. Et si lui venait un jour à partir, comment est-ce que tu vivrais ça? Oui, je pense pas trop à ça. Bien sûr, j'entends des bruits, j'attends... je vais être contente pour Manu, bien sûr. C'est génial. Mais je pose pas beaucoup de questions. Je vis un instant. Ouais. J'aime pas trop projeter loin. Il y a suffisamment d'échéances sportives. Oui, bien sûr. On rappelle encore le travail. Voilà. Messieurs, une autre question. Vas-y, je t'en prie, Rémi. Tu as vu Metz Handball grandir, en fait, parce que je voulais déjà savoir quelle était l'image de Metz Handball quand tu es arrivé. Metz Handball qui disputait des matchs de Coupe d'Europe, mais on était loin d'être une des meilleures équipes d'Europe. Tu as joué et perdu cette malheureuse finale contre Holstebro, et tu es resté au club en tant que joueuse, puis en tant que coach, avec cette montée en puissance-là. Je voulais juste savoir quelle image avait Metz Handball pour la championne du monde russe que tu étais, et comment tu l'as vu évoluer. Est-ce que pour toi, ça a été presque logique de le voir arriver là aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'avant de venir en France, je ne connaissais pas trop Metz Handball. Même parce qu'à mon époque, on a beaucoup joué contre les équipes de Hongrie, de Danemark. Et quand je suis venue, c'est le club qui veut toujours progresser, qui veut toujours faire plus, d'aller chercher. Progresser surtout les jeunes, faire une formation, faire grandir les jeunes pour l'équipe 1, qui veut, je ne sais pas, on peut dire comme ça, moderniser le club aussi, parce que la vie, ça grandit aussi, ça change. Voilà, mais j'ai bien vu les progrès, même sportivement, même dans le club. Voilà, c'est comme tu dis, travail. Et c'est vraiment un grand objectif de Metz Handball, c'est jamais s'arrêter, de progresser, pas que les pros, les jeunes, voir un petit peu les petites sections, vraiment la formation, c'est aussi important pour le club. Arthur, dernière question. Alors, je vais tricher, ce sera plusieurs questions en une, Katia. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que tu dégages une certaine zénitude. Et est-ce que tu dirais que ce rôle d'adjoint, ça correspond vraiment à ta personnalité, à ton caractère? Et comment fonctionne le duo avec Manu? Quel est votre rôle auprès des joueuses? Quel est ton style de management auprès du groupe? Moi, ce rôle, ça me va très bien. Je suis une personne assez fermée, je pense, de côté, discrète, mais j'aime bien le travail avec Manu, que je peux apporter, que je peux lui dire des choses, même si on n'est pas d'accord, même si on est d'accord, et on échange. C'est toujours intéressant, on parle beaucoup de handball, bien sûr, et voilà. Encore des questions. Est-ce que tu dirais que ce rôle d'adjoint, c'est vraiment le meilleur poste possible pour toi en tant que coach? Ouais, pour le moment, j'aime bien déjà, peut-être parce qu'en français aussi, c'est quand même, je ne suis pas avec ma langue maternelle. C'est parfois compliqué de m'expliquer devant grand public, mais avec Manu, il me corrige, il me fait parfois les cours de français, ça c'est bien. Et ça me va ce rôle, et j'aime bien. Et échange individuel aussi avec les joueuses parfois.
il me laisse carte blanche par rapport à ça, que je peux voir une fille, de dire quelque chose, échanger avec lui, voilà. Ça tourne un petit peu. Est-ce que tu es proche des joueuses? Est-ce que tu as gardé un petit peu une âme de joueuse aussi, Katia? Je suis proche des joueuses. Proche, c'est un petit peu peut-être féminin et féminin masculin. Bien sûr, je suis un petit peu plus proche. Mais je garde quand même une barrière parce que c'est normal, c'est le staff et les joueuses. Et je ne dépasse pas les limites. Si j'ai des choses un petit peu plus particulières, hop, je viens voir le Manu, je discute, on échange. Voilà, plus en plus, je comprends le fonctionnement et j'essaie de ne pas dépasser des limites, on peut dire comme ça. Merci beaucoup, Katia, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés également. C'est déjà la fin, vous l'avez compris. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour un nouveau Dragon Mag. Nous serons à la veille de la réception de Toulon, un match, je vous le redis, qui sera à vivre en direct sur Moselle TV. À la semaine prochaine.